Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité a l'habitude de limer l'asphalte des circuits, de titiller les chronomètres ou encore d'initier les moins experts que lui aux subtilités du pilotage automobile. Mais il s'est fixé un nouvel objectif, participer au Dakar 2022. Au programme, un enfer de sable, de dunes et de chaleur au cœur de l'Arabie Saoudite, 13 jours et quelques 8000 km de souffrance entre Haïl et Jeddah. Comment se prépare-t-on pour un tel défi ? C'est ce que va nous expliquer Didier Carrerger, pilote automobile et instructeur. Bonjour Didier. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Ouais, ça va bien et toi ? Mais très bien, merci. Alors on enregistre cet épisode le 19 mai, mais quand il sera mis en ligne, c'est-à-dire le 1er juin, tu seras quasiment jour pour jour à 6 mois du coup d'envoi. La pression monte ? Ouais, exactement. Ouais, ça commence. Bon, avant de s'attaquer au Dakar, on va revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta formation, ta carrière de pilote et d'instructeur en quelques mots ? Alors, rapidement, écoute, j'ai fait une formation sur Terre, à la base, sur l'école de pilotage de Sergi Jet. Ouais, je me souviens, Objectif maîtrise, ça s'appelait ? Exactement, Objectif maîtrise. Lieu justement de quelques prologues du Dakar. Ouais. Donc, suite à cette formation, je me suis lancé dans le cross-car, châssis tubulaire, moteur de moto. J'ai fait le championnat de France en 95. Et par la suite, j'ai eu une opportunité de passer sur l'asphalte, parce que mon objectif à la base était de faire du rallycross, d'aller faire de la terre, du rallye raid. J'ai toujours été passionné de rallye raid. D'accord. Et j'ai eu une opportunité de passer sur l'asphalte en campus biocarburant. Oui. Donc du coup, ça a été une expérience assez sympathique. Donc j'ai continué sur cette lancée. J'ai fait des essais en Formule Renault et j'ai fini en Formule 3, en championnat de France de Formule 3, en promotion pour une question de budget. Et ensuite, j'ai fait du super tourisme et en parallèle, j'ai commencé ma carrière de pilote instructeur en fait. Quand j'étais en Formule 3, je travaillais dans l'industrie. Et il a fallu faire un choix. Donc le choix a été vite fait en fait. J'ai décidé de devenir en même temps pilote instructeur pour transmettre ma passion, transmettre mes connaissances, aider les gens à progresser et aller plus loin dans leurs performances. Voilà, donc ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis instructeur. À la fois, j'ai été quelques années dans une structure, une école de pilotage. Vous pouvez appeler ça école de pilotage de GT. Et depuis 15 ans, je suis à nouveau indépendant, en fait. Voilà. D'accord. Donc pilote pro, beaucoup de gens en rêvent, mais peu parviennent à en vivre. Alors comment tu as fait et quels conseils tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer dans l'aventure ? Alors, au niveau des conseils aujourd'hui, le plus gros conseil, c'est de se former. Ça, c'est vraiment le plus important. On a beaucoup de gens qui se lancent, qui font un peu de karting, mais sont pas très très bien encadrés. Donc ça, c'est vraiment, je pense, très important de s'encadrer aujourd'hui. Après, tout dépend de ses objectifs. Si on a un objectif de F1, alors c'est un peu particulier. Mais au début, je conseillerais surtout de pas s'enfermer dans une catégorie. On le voit par exemple aujourd'hui avec Ekstrom, qui va faire le Dakar justement en 2022 et qui a fait du DTM, qui a fait du rallycross. L'important, c'est de rouler, en fait, d'acquérir de l'expérience. Donc, quelle que soit la discipline, il faut rouler, essayer de s'encadrer, travailler sur les budgets, donc travailler ses réseaux parce que c'est un sport qui est relativement onéreux. Ouais, c'est clair. On n'est pas sur du marathon, malheureusement. Le ping-pong, ouais. Voilà, donc l'outil coûte cher. Il y a des structures, c'est un sport d'équipe, hein. C'est pas un sport qu'individuel. On n'est pas tout seul
on est tout seul derrière le volant, mais on peut avoir voilà en rallye raid un copilote, Ouais. une écurie avec des mécanos, un ingénieur, de la logistique, enfin bref. Donc il faut vraiment s'encadrer et travailler à la fois le côté sportif, le côté communication, la recherche de budget, ce qui est pas évident. C'est presque autant un métier de communicant qu'un métier de conduite, de pilote finalement. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est devenu, alors depuis quelques années, hein, c'est aussi bien un métier de commercial, on va dire, entre Ouais. guillemets, pour arriver à se vendre, Mm. vendre son image, vendre l'image du sport automobile, qui a quand même de vraies valeurs. Hein. Voilà, si on parle du Dakar, c'est des valeurs humaines hein, Mm. aussi. Hein. C'est vraiment une aventure mécanique, mais une aventure humaine. C'est de l'aventure. On part à la découverte d'espaces qu'on ne connaît pas. Donc c'est voilà, il faut avoir une palette de compétences assez large, pas juste du pilotage. Et le fait d'être instructeur, ça permet aussi de mettre un peu de beurre dans les épinards, dans les périodes un peu plus difficiles. Oui, bah, effectivement, ça c'est, on va dire, le côté alimentaire, et puis la passion, parce que moi je transmets ma passion, voilà, tous les jours, Mm. soit avec les gens en étant sur circuit, sur les circuits asphalte, terre, et puis j'échange, j'hésite pas à échanger par téléphone, donner des conseils par téléphone avec certains de mes élèves qui sont sur des circuits Mm. euh, où moi je suis pas disponible. Et voilà, on échange par téléphone. J'ai une connaissance de beaucoup de circuits français et européens. Donc aujourd'hui, je peux aussi donner des conseils par téléphone. Donc ça, c'est. Alors après, tout dépend du niveau. Hein. Mm. Je dis ça, c'est avec les élèves que je connais. Je connais leur capacité. Je sais ce qu'ils vont pouvoir aller chercher et ainsi de suite. Donc voilà. Mais rien ne remplace la présence, bien sûr. Hein. Alors justement, moi je sais que je suis un très mauvais passager. Est-ce que toi, Oui, tu as déjà eu des grosses séances, des grosses frayeurs lors des séances de coaching comme ça, avec des élèves qui peut-être étaient un peu indisciplinés et écoutaient pas forcément ce que tu leur conseillais? ouais, alors ouais, ça peut arriver. Des frayeurs pas trop parce que en fait, tant que ça roule pas plus vite que moi, voilà, on arrive à anticiper en tant qu'instructeur, en tant que pilote, on voit les choses avant l'élève. Voilà, faut rappeler qu'il y a pas de double commande hein, dans les voitures. Donc s'il fait une grosse bêtise, tu peux juste actionner le volant éventuellement, mais ça s'arrête là, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment et puis même l'action sur le volant, des fois c'est un peu compliqué parce que la personne peut ne pas comprendre ce qui se passe et ainsi de suite. Donc on évite quand même de toucher le volant, mais ça peut arriver des fois qu'on se dise tiens comment ça va se passer, mais ça se Hmm. travaille. Enfin, pilote instructeur c'est aussi un métier, c'est-à-dire que on peut être très bon pilote et très mauvais instructeur, et puis on peut être très bon instructeur et pas très très bon pilote, Hmm. voilà. Mais c'est un vrai métier aussi d'approche, on va dire psychologique. C'est-à-dire que Hmm. moi aujourd'hui, quand je rencontre un nouvel élève, je sais relativement vite, avant même qu'on soit rentré dans la voiture, à qui j'ai affaire Ouais. et comment je vais pouvoir travailler et ainsi de suite. Et après, le fait de rouler me permet, quand on travaille, d'affiner en fait mon approche et de voir comment je vais pouvoir faire progresser la personne. Mais effectivement, des fois, il faut calmer certaines ardeurs. Voilà. Voilà, certains qui veulent mettre la charrue avant les bœufs. Bon, voilà. Donc, Non, mais comme ça, en plus, enfin comme ça, on en rigole, mais enfin, il y a eu des drames hein, déjà hein, sur des séances de coaching. Donc c'est pour ça que j'ai abordé la ma- question. Hein, malheureusement, oui, c'est déjà arrivé. Hein. Bon, malheureusement, le plus célèbre, c'est Sean Edwards qui était en tête de la Carrera Cup et qui est parti en Australie pour un coaching et qui malheureusement est jamais revenu. Donc Hmm. voilà, c'est un vrai métier à risque. Les gens des fois ne s'en rendent pas compte. On est en passager, voilà, on est comme tu disais, on n'a pas de commande, hein, donc l'élève réagit vraiment à nos commandes. Donc il y a un vrai travail en amont en fait. Hmm. C'est-à-dire que moi je m'attache à monter en puissance. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a de l'expérience, on va pas aller chercher des chronos tout de suite. Hmm. On va travailler et le chrono c'est la finalité, mais
Après, c'est quand je suis plus dans la voiture presque, hein, parce que de toute façon, je prends l'exemple sur des Carrera Cup. On prend moi plus l'équipement plus le siège et tout ça, on a à peu près 80 kilos en plus embarqués. Donc forcément, on peut pas aller chercher des chronos. On va pas, voilà, on va travailler d'autres choses. Et effectivement, le chrono pourra être travaillé une fois que tout ça, le passager et le siège sera enlevé. Bon, écoute, on va entrer dans le vif du sujet, le Dakar. Ce sera ta toute première participation à ce rallye raid. C'est quelque chose qui t'a toujours fait rêver, le Dakar ? Alors oui, alors comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mon école de pilotage à Cergy, qui était le lieu des prologues, et j'avais la chance en fait d'habiter juste en face, de l'autre côté de l'Oise. Donc j'ai vu beaucoup de prologues. J'ai eu la chance de croiser sur Toulouse les participants quand ils descendaient la Nationale 20, et déjà tout petit, hein, j'avais 8 ans, donc et quand tu as 8 ans, tu vois voilà toutes ces voitures, tu sais qu'ils partent dans le désert, tu as juste une envie, c'est de partir avec eux en fait. Donc voilà, donc moi j'ai toujours été passionné par le désert, le rallye raid. Thierry Sabine a bien fait les choses entre guillemets, hein. C'était son credo, c'était ça, hein, faire vibrer ceux qui partent et faire rêver ceux qui restent. Et effectivement, ça faisait rêver. Donc voilà, donc ça fait plusieurs années que j'ai envie d'y participer. Alors après, on repousse parce que on a d'autres contraintes, parce que on se dit ouais, c'est un monument. J'ai failli le faire en 99. Ouais. Déjà, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, avec un ancien pilote moto qui est Marc Joanneau, qui l'a fait aussi en buggy. Voilà, Ouais. Donc on devait avoir un deuxième buggy pour moi en assistance rapide. Malheureusement, question de budget, ça s'est pas fait. Et donc tous les ans, dès qu'on relance, on parle du Dakar, le parcours, voilà, ça titille. Et ça n'a pas loupé l'année dernière. Voilà, je dis oui, il faut que je me lance. Puis on se retient. Et en fait, je suis rentré en contact avec une écurie qui s'appelle Offroad XP. Ouais. Et on a échangé. Et eux sont présents en endurance tout-terrain. Ils font du rallye tout-terrain. Et eux ont aussi l'envie de se lancer sur le Dakar. Donc on a discuté et on est tombé d'accord. Et donc on va partir ensemble pour cette première expérience qui, j'espère, en appellera d'autres en fait. Est-ce qu'on peut dire que le Dakar, c'est un peu l'Everest du sport automobile ? Ça fait partie, un peu comme Le Mans, des épreuves, je dirais, à faire pour un pilote. C'est pas pour rien qu'un Sébastien Loeb est parti sur le Dakar. Fernando Alonso. Il a fait Le Mans, hein. Voilà, Alonso, on a des Sainz. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu un Graal. Et c'est une aventure unique, hein. Le Dakar, c'est le Dakar, hein. Il y a beaucoup d'autres rallye raids. Il y a des Bajas. Là, il y avait l'Andalusia Rallye, le Rallye du Maroc au mois de novembre. Et le Dakar, c'est le Dakar. Alors, il a beaucoup évolué. Alors, on peut aimer ou pas les évolutions, mais ça fait partie de l'ère du temps. Enfin, voilà, il y a le côté commercial pour ASO. Voilà, ça fait partie du jeu, mais le Dakar reste le Dakar, de toute façon. Oui, parce que tu me faisais la comparaison avec les 24 heures du Mans, mais les 24 heures du Mans, comme son nom l'indique, c'est 24 heures, c'est sur du bitume, alors même si les conditions météo peuvent varier, ça reste quand même du bitume, et accessoirement, vous êtes quand même 3 à vous relayer dans une bagnole. Là vous allez être potentiellement tout seul au volant pendant 10 jours, une dizaine de jours, par des températures, on verra, qui vont être assez... Donc, enfin, c'est quand même, pour moi, c'est pour ça, je pense vraiment à Everest, parce que pour moi, c'est vraiment, ça me paraît le plus extrême de ce qu'on peut faire en sport automobile. C'est sûr que c'est le plus extrême. Ça c'est sûr. C'est un gros morceau. Après, voilà, l'objectif, c'est, on en reparlera après, mais c'est d'arriver, déjà d'y participer, voilà, d'être au départ. Voilà, j'imagine déjà bien le départ de la première spéciale. Voilà, déjà ça c'est déjà un cap de franchi, hein. C'est-à-dire qu'on est quand tu parles d'Everest, on est au premier camp avant de franchir l'Everest. Tu vois. Donc,
Donc alors du coup, ça fait combien de temps que tu prépares cette participation? Alors, depuis fin d'année, fin d'année, moi j'ai décidé de préparer ça sur une année, à la fois physiquement. Alors bon, moi je fais déjà du sport et tout ça pour mon métier, parce que il faut être en forme. Même quand tu es en passager, tu as intérêt d'être avoir un bon gainage pour encaisser un peu toutes les vibrations, les secousses et ainsi de suite. Donc il y a la préparation physique et puis il y a la communication aussi, hein, voilà. Donc j'ai créé une plaquette que je diffuse aux partenaires. Et puis l'idée, c'est vraiment de communiquer en amont pour mes partenaires et les sponsors, pour que quand on arrive au Dakar, les retombées soient déjà suffisante, et que la participation soit la cerise sur le gâteau, et qu'on puisse encore continuer à communiquer sur 2022, en fait, faire une communication sur 2 ans. Alors comment est-ce que tu as choisi ton... Après, oui, vas-y, continue, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Je disais qu'on continue la communication pour après enchaîner sur Dakar 2023 et ainsi de suite. D'accord. Comment est-ce que tu as choisi ton coéquipier ? Alors aujourd'hui, le coéquipier, le choix est pas définitif. C'est vrai. Oui, à 6 mois du départ, c'est chaud, non? Ouais, mais regarde, Sébastien Loeb, il est en train de choisir et tout ça. Alors, alors justement, peut-être que Daniel Elena est disponible, je sais pas. Moi, je suis prêt à prendre son expérience. Oui, ça serait pas mal, ouais. Oui, ça pourrait être rigolo, mais voilà. Je suis pas sûr qu'il écoute le podcast. J'aimerais bien que Daniel Elena écoute le podcast, mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Ouais, ça pourrait être sympa. En tout cas, Daniel, si tu nous écoutes, je pas de problème, je te passe les coordonnées de Didier, hein, je vous mets en relation, voilà, ça sera avec plaisir. T'es le bienvenu. Alors, en fait, j'ai un coéquipier qui est un copain, qui est un expert dans le 4x4, qui connaît très bien l'orientation, ainsi de suite, qui a fait beaucoup de formations pour les gazelles, entre autres, qui est préparateur mental aussi, mais qui n'a pas fait de compétition. Donc voilà. Donc le choix, il le sait très bien. Soit je pars avec lui, effectivement, ça va dépendre des ambitions, du budget, enfin voilà un petit peu. Soit je pars avec quelqu'un d'un peu plus aguerri, parce qu'aujourd'hui le système de navigation est un peu différent, ça a beaucoup évolué, c'est électronique et ainsi de suite, donc faut bien savoir gérer tout ça. Donc voilà, le choix n'est pas définitif, mais j'ai déjà mon coéquipier si nécessaire. Voilà. Et clairement, les rôles, c'est toi tu conduis et lui il fait la navigation. Ouais, et voilà, et son rôle, ça va être navigation, de gérer aussi peut-être un peu mon rythme. C'est-à-dire que là, si je pars avec mon copain qui est aussi préparateur mental, avec qui je travaille, on en reparlera après, on se connaît bien, ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît, donc il va être capable de me retenir sur des spéciales, parce que voilà, hein, on sait bien en pilotage, voilà, on progresse, on est dans les temps, il peut y avoir de l'enthousiasme, donc il faut savoir se retenir, même si je me connais bien, mais c'est bien d'avoir une oreille à côté, et puis savoir me booster aussi si nécessaire, et ainsi de suite. Donc voilà. Et après, sur les liaisons, il pourra éventuellement prendre le volant aussi pour que moi je puisse me reposer, en fait. Alors vous avez choisi de vous inscrire dans la catégorie T1, alors c'est un peu la catégorie reine, hein. On y retrouve Stéphane Peter-Ancel ou Nasser Al-Attiyah. Vous allez piloter un buggy, alors c'est quoi les caractéristiques de la bête et pourquoi avoir choisi un buggy? Alors un buggy, pourquoi? Parce que comme je te disais tout à l'heure, moi je suis fan de buggy, et j'ai déjà beaucoup roulé en buggy. Voilà, j'ai déjà fait des essais dans le désert, notamment en Tunisie, en buggy. Et en termes de confort, je trouve que ça n'a rien à voir par rapport à un 4x4. Alors, la réglementation va changer un petit peu. Donc, les 4x4 vont avoir maintenant des grosses roues, des gros débattements, ainsi de suite. Donc, ça va un peu changer. Mais voilà, c'est vraiment
pour le confort, c'est un peu plus léger, donc dans les dunes, c'est un peu plus agile. De toute façon, on le voit ces dernières années, hein, depuis que Peugeot est arrivé. Alors il y a eu Schlesser qui a gagné le Dakar en 2000, je crois, 99 ou 2000, il me semble. Voilà, et puis tous les constructeurs sont venus avec des buggy. Volkswagen était venu avec les Touareg, donc Peugeot, voilà, dernièrement Peugeot, même Mini se sont mis au buggy parce que c'est des véhicules avec des grands débattements. Enfin bref, voilà, ça n'a rien à voir avec des 4x4, même si voilà, la Tigua fait des prouesses avec le Toyota. Hein. Alors la technique, c'est quoi? Le moteur, la boîte, tout ça, explique-nous un peu, décris-nous un peu la bête. Donc en fait, au niveau du moteur, ce que je te disais, c'est pas très très éco-friendly, mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'autres solutions. On a un moteur diesel, biturbo. Non mais on ne jugera pas, hein, t'inquiète pas. 300 chevaux et on a un couple de 600 Nm. Pour quel poids? Alors là, on est à une tonne 5 à peu près. Ah, quand même. Ah oui, oui. Déjà, il y a de l'essence dedans, il y a des pneus. Enfin bon, rien que les roues, hein, elles sont. Ah ouais, moi j'imaginais un truc autour des 1100 kilos, un truc une tonne 5. Ouais, c'est une tonne 5. En fait, la réglementation a évolué parce que les buggy avant étaient beaucoup plus légers. Et forcément, quand tu es plus léger, c'est plus performant. Et donc, la réglementation a évolué pour niveler le niveau entre chaque véhicule. Mais c'est dommage, hein, parce que c'est vrai qu'on le sait bien que plus il y a de poids, plus il y a d'inertie, plus en cas d'accident, enfin bref, il y a plein d'éléments. Bon, donc les contraintes sont pas les mêmes aussi. Hein. Quand tu as 1500 kilos à amortir, tu as intérêt d'avoir des bons amortisseurs. Enfin bref, tout va en conséquence en fait. Voilà. Donc ensuite, on a une boîte SADEV 6 vitesses, voilà, une boîte séquentielle. Voilà, donc et puis des suspensions, on a 2 amortisseurs par roue, des suspensions Doner, voilà, qui est une référence en la matière. Ça fait combien de débattements, juste pour info? Alors débattement, on a 40 cm. 40 cm de débattement. Ouais, c'est confortable. Voilà. Alors le buggy, ton buggy, il est en 2 roues motrices, en propulsion. Alors on imagine que 2 roues motrices dans les dunes, ça doit pas être facile à gérer. Alors moi, il y a une question quand même qui me turlupine, c'est où est-ce que tu t'entraînes? Parce que j'imagine que tu pars pas tous les week-ends en Arabie Saoudite pour t'exercer. Non, alors pour l'entraînement, on va faire une séance d'essai à Fonchcouz au mois de juin. Donc alors là, c'est plus de la terre. Hein, pardon, excuse-moi, c'est où? Je connais pas du tout. C'est du côté de Narbonne. C'est un circuit privé où beaucoup de constructeurs ou de participants au rallye Air-Aid vont s'entraîner en fait. Voilà, pour faire du développement, suspension, ainsi de suite. Et après, il y a le rallye du Maroc qui sera au mois d'octobre, auquel on va participer et si on participe pas au rallye du Maroc, on ira passer une semaine au Maroc pour rouler dans les dunes. Voilà. D'accord, ça serait une répétition générale. Voilà, exactement. Sachant que bon, comme je te disais, moi j'ai déjà beaucoup roulé sur le sable dans le désert avec différents buggy, parce que j'avais déjà l'objectif de faire le Dakar il y a quelques années, donc voilà. T'es pas un bleu. J'ai quand même un peu d'expérience sur le sujet, voilà. Même si il faudra les premières étapes prendre ses marques et les premières dunes les aborder avec toute humilité et éviter toutes les erreurs en fait. Hein. Voilà. Ouais, ça serait con de se casser la figure à la première dune. Oui, voilà, c'est ça. On voit des fois des décollages sur des dunes, on se dit mais les gars, ils ont fait quoi? Enfin bref, voilà. Donc ça peut arriver, hein, peut arriver, mais après il faut caler le rythme. De toute façon, l'objectif va être d'arriver, donc il faut se caler sur un rythme. On dirait correct, et puis ce rythme il va se réévaluer chaque jour en fonction des événements. Bon, alors j'ai regardé sur la Wikipédia, j'ai vu que la température moyenne en janvier à Riyad était de 14 degrés. Alors à première vue comme ça on se dit c'est cool, mais on imagine que dans le désert ça varie énormément. Alors à quelle température te prépares-tu à te supporter, que ce soit dans l'habitacle ou quand tu devras sortir pour te désensabler?
Alors, la température, effectivement, ça va varier un petit peu, mais on peut compter sur les 50 degrés dans l'habitacle. Après, sur le buggy, là, on a des grosses ouvertures. Or, c'est vrai que c'est un peu gênant en termes d'étanchéité ou si on tombe dans du fèche-fèche ou les choses comme ça. Mais ça permet de mieux supporter la chaleur. Et pour désensabler, de toute façon, il y a le copilote. Donc, non, je rigole, mais D'accord, là je pense que d'un seul coup Daniel Elena a décroché, là, il a arrêté la lecture là. non, mais effectivement, c'est sûr que tu es harnaché et tout ça. Il fait chaud, il faut que tu descendes, il y a un effort physique. C'est là où la préparation est importante. Ouais. Puis il faut, de toute façon, il vaut mieux prendre le temps pour éviter de s'ensabler, parce qu'on perd plus de temps à se désensabler, à pelleter, enfin, bref, à sortir les plaques et ainsi de suite, ou des vérins. Que de prendre le temps de passer sereinement. On perd peut-être 5 minutes, 5-10 minutes, et il vaut mieux perdre 5-10 minutes que 2 heures. C'est une question peut-être complètement idiote, hein, mais il y a personne qui s'est dit on va coller des clims dans les bagnoles histoire que les gars souffrent un peu moins. Alors, je sais pas si le problème de la clim, c'est que ça prend de la puissance, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Donc, au niveau de la réglementation, par exemple, au Mans, aujourd'hui, les clims sont obligatoires, Ouais. parce que il faut pas que, je crois, que c'est 35 degrés de mémoire, c'est 35 degrés, pas plus de 35 degrés dans le cockpit. Aujourd'hui, sur le Dakar, non, il n'y a pas ça. Mais ça pourrait s'envisager. Hein. C'est vrai que après, il y a un manque d'étanchéité au niveau des véhicules. Enfin bon. C'est pas la même chose. Hein. On peut être très très secoué, donc les carrosseries bougent beaucoup, donc bon, la clim, à voir. Une piste. Ouais, surtout qu'en plus, bon, l'étanchéité, le manque d'étanchéité des cockpits, pour le coup, ça pourrait être un vrai plus de justement avoir des habitacles un peu plus étanches pour éviter d'avoir trop de sable, trop de poussière qui s'infiltre, parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, ça pose peut-être aussi des petits problèmes de fiabilité des instruments et des appareils à bord. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr, oui, oui. Le sable, quand tu passes dans le fèche-fèche, par exemple, c'est du sable très très fin, et là ça s'infiltre partout. Donc tout ce qui est boîte à fusibles, Hmm. les faisceaux et tout ça, ça a intérêt d'être très très bien préparé pour justement éviter que ça rentre dedans. Bon alors, et donc tu l'avais déjà évoqué, le Dakar c'est une épreuve sur le plan Mm. physique, alors comment est-ce que tu te Mm. prépares, musculation, cardio, alimentation, explique-nous un peu ton programme pour être au top au 2 janvier. Alors, le programme, comme je te disais, c'est un peu une continuité, hein, parce que je fais du sport toute l'année. Dès que j'ai la possibilité, dès que j'ai des temps morts, même tous les jours, je fais au moins du gainage. Donc, il y a beaucoup de cardio. Voilà, ça c'est important. Ça aide aussi à supporter la chaleur. Donc, du vélo, du rameur, du gainage. La musculation, je suis pas hyper fan de soulever des poids, pas trop mon truc. Donc je préfère faire du sport par rapport à ça. Et ensuite, préparation mentale là avec mon copain qui sera mon copilote. Où là on travaille sur la respiration, ça aussi, hein, ça Ouais. aide aussi pour supporter la chaleur. Et la préparation mentale, ça permet aussi de travailler sur la visualisation des objectifs et ainsi de suite. Ça, l'air de rien, c'est aussi très très important. Aujourd'hui, tous les sportifs de haut niveau ont un préparateur mental. On a beaucoup négligé ça longtemps, Mhm. euh, mais tous les sportifs de haut niveau ont un préparateur mental parce que ça aide à relativiser sur certaines choses, réorienter les objectifs, avoir une vraie visualisation. Quand tu pars sur une spéciale, si tu penses déjà que tu ne vas pas arriver au bout, ça change la donne par rapport à un gars qui se voit déjà gagner la spéciale. Enfin, Mhm. tu vois, donc, il y a le fait d'être bien présent et c'est en sport automobile, c'est un sport qui va très très vite. Tu as vraiment intérêt d'être présent et de pas être perturbé par quoi que ce soit
quand tu roules en fait. Ça tombe bien parce que du coup, tu vois, j'avais une question sur Twitter d'un poditeur qui s'appelle Ouvergrave et qui justement demandait n'avez-vous pas peur d'être écœuré par la difficulté? Je crois que tu as un peu répondu à sa question en fait. Oui, voilà, oui, ben, oui, j'ai vu le commentaire. Après, si tu as peur des difficultés, tu fais rien en fait, hein, même Oui. dans la vie. Donc, la première difficulté, c'est déjà d'y aller. Donc, et de se lancer, mais n'importe quel projet, hein, c'est le premier pas qui compte, hein, c'est l'action. Donc, à partir du moment où tu te mets en action, que tu as un objectif, voilà, toutes les barrières, bah, tu les écartes, tu les franchis, et puis t'avances sur cet objectif. Alors je suis allé voir sur le site du Dakar et c'est marrant parce qu'ils ont carrément ils indiquent des préparateurs physiques Ouais, bien sûr, pour bien être au sûr. top de la forme pour ceux qui voudraient se tenter. Pour ceux qui voudraient se lancer, c'est aller voir sur le site. J'ai j'ai vu aussi, alors c'était pas sur le site du Dakar, mais j'ai regardé un peu les conseils pour se préparer au Dakar. J'ai vu un site qui conseillait la sophrologie. Alors je sais pas si toi t'as essayé. Non, non, je suis pas très fan, pas fan de ça, mais je pense que ça peut aider, hein. De toute façon, la préparation mentale, on le sait, sophrologie, préparation mentale, on est un peu un peu le Ouais. même domaine, hein. Voilà, on travaille la respiration, on travaille sur la visualisation. Voilà. Mais t'es pas trop branché huile essentielle, quoi. Non, non, non. Mais je pense que ça peut être, oui, ça peut être utile, hein. Après, voilà, préparation physique. Moi, j'ai un ostéo aussi, voilà, qui me manipule très régulièrement parce que de par mon métier où je suis beaucoup assis, où je peux subir beaucoup de secousses, c'est aussi important. Donc, alors sur le Dakar, il y a des kinés, il y a des écuries qui ont des ostéos. Nous, on n'en aura pas un, mais on se débrouillera. On se débrouillera. Alors justement, une fois que vous serez sur place, comment vous allez vous organiser pour l'assistance technique? Alors, l'écurie, on a un camion qui va prendre le tracé de l'assistance et on Ouais. aura un camion de course avec, au total, on aura 3 mécanos et un team manager. Voilà. Donc vous allez pouvoir dormir alors? Ah oui, quand même. Non, parce que bon, Euh, visiblement, il y a quand même des gars qui se lancent sans aucune assistance technique, donc une fois le soir qu'ils arrivent au bivouac, ils sont obligés de bosser pour mécaniquer sur la voiture jusqu'au lendemain matin, donc... Oui, alors ça c'est aussi une forme enfin la possibilité que tu as au Dakar. Alors tu as beaucoup de motards qui partent comme ça, Ouais. qui partent, ils appellent ça en malle, c'est-à-dire qu'ils ont une malle avec toutes leurs affaires dedans. C'est transporté par un camion spécifique qui a toutes les malles des pilotes amateurs. Et les gars arrivent le soir, ils doivent faire la mécanique, alors c'est de l'entraide et ainsi de suite. Alors c'est pas parce qu'on est un peu mieux organisé que ça empêche l'entraide, mais ça simplifie un petit peu les choses. C'est-à-dire que quand tu as envie d'arriver, si tu as fait 5 ou 6 heures, tu as galéré dans les dunes et que le soir, effectivement, tu dois passer 6 heures pour remettre la voiture à niveau, tu te couches à pas d'heure. Bon, après, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Moi, je préfère le faire, entre guillemets, un peu plus professionnellement. Pour ménager l'équipage et mettre toutes les chances de notre côté pour arriver au bout, en fait. Mais j'imagine en plus déjà, le Dakar en bagnole, déjà c'est quelque chose, le Dakar en moto, c'est encore pire, et donc les gars qui se Ah non, non, disent, ils font la journée à se faire tabasser dessus à moto, et le soir ils se mettent à genoux pour faire la vidange ou changer je sais pas quoi, oui, oui, c'est oui. monstrueux quoi. C'est monstrueux. Marc Joanneau, voilà, j'en parlais un petit peu, qui l'a fait en moto euh, plusieurs fois, hein. Et c'est d'ailleurs lui qui avait relevé Hubert Auriol quand il s'était cassé les deux chevilles. Il m'a dit, quand je suis passé à la voiture, C'était les c'est les vacances. vacances. C'est les vacances. Et parce que les gars en moto, ils passent X heures debout sur Bah la oui, moto. En fait, bah oui, ils s'assoient quasiment jamais. Donc, oui. je vois, quand j'ai commencé à m'entraîner un petit peu, j'avais repris les programmes d'entraînement de Cyril Després. Ouais. En fait, Cyril Després avait fait beaucoup de vidéos, il avait, voilà, et j'avais repris ses entraînements. Et il faut ça parce que
sur la moto, voilà, c'est pour ça que le buggy, déjà t'es en voiture, c'est plus confort, et un buggy c'est encore plus confort qu'un 4x4. Donc voilà. Donc, Et t'es assis. et ouais, alors t'es assis, mais ça n'empêche pas d'être ballotté, mais forcément c'est plus confortable. Ouais, Forcément, c'est sûr. Bon, quel budget vous avez prévu pour votre Dakar, tout compris, pour une participation, vous chiffrez ça à combien? Alors aujourd'hui, c'est 150 000 euros. Ah Voilà. ouais. C'est-à-dire, oui, alors, c'est un vrai budget, mais compte tenu de l'événement, de la préparation, de la logistique et ainsi de suite, c'est un budget qui est relativement limité. Bon, il n'est pas comparable aux constructeurs. Aujourd'hui, un constructeur, Audi va arriver en 2022. Je pense qu'ils vont arriver avec 3 véhicules. Ouais. Tu parles en dizaines de 10-20 millions d'euros. Ouais, forcément. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose. Euh, et ça comprend, avec ce budget-là, il y a moyen de finir, il y a moyen de finir si on fait pas d'erreur, ainsi de suite. Si on prend l'exemple de Christian Labieille, qui a fini 10e ou 11e l'année dernière. Donc, avec un budget assez similaire, en fait. Voilà, avec un budget similaire, et ainsi de suite. Alors, ça, si on arrive à faire ça, ça sera un exploit. Ouais. Si on rentre dans les 20, déjà, c'est top. Voilà, parce que Christian Lavieille a beaucoup d'expérience. Bien sûr, ouais. Sur les Dakar. Mais voilà, donc 150 000 euros qui comprend tout. Là, les mécanos, l'assistance, enfin toute la logistique nécessaire à cette épreuve. Sachant que la voiture n'est pas incluse dans ce budget-là. Si la voiture est inclue, puisque la voiture appartient au team. D'accord. Et donc du coup, voilà, la voiture existe déjà. Il n'y a pas d'achat à faire sur un véhicule comme ça. Ça vaut entre 100 et 150 000 euros déjà. Ouais. Voilà. Donc, potentiellement, voilà. si t'as pas de voiture, faut doubler le budget, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc après, il y a les buggy qui coûtent encore plus cher parce que ils sont encore plus développés et ainsi de suite. Un buggy à 300 000, c'est pas aberrant en prix d'achat. Donc on reste sur un tarif raisonnable compte tenu des retombées qu'on peut avoir par rapport à ça. Bon, en faisant mes petites recherches pour préparer cet entretien, j'étais tombé sur un site qui estimait un budget à partir de 40 000 euros pour une moto. Donc j'imagine que là, on est dans le cas de figure du gars qui, comme on disait tout à l'heure, après s'être cassé les rotules pendant une journée, va faire la mécanique lui-même, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un voisin qui part en moto. Alors lui, il part sur l'Africa Race. Quoi qu'il a fait le Dakar l'année dernière, mais il est tombé. Enfin, il s'est fait mal. Mais son budget, il partait effectivement en mal moto, alors avec une écurie, donc il avait une petite assistance en plus. Oui, on était à 70 000. Ouais, c'est ça. Déjà, dès que tu rajoutes des choses, une personne en plus, forcément, c'est de la logistique en plus, c'est un voyage, c'est voilà, pendant 15 jours. Voilà. Ouais. Donc on l'a compris, c'est un budget, 150 000 euros. Alors comment on fait pour le boucler, comment on trouve des sponsors et comment on arrive à faire parler de soi, parce que c'est facile quand on s'appelle Stéphane Péterancel ou Nasser Alatia ou Sébastien Loeb, mais quand on s'appelle Didier Carrerger, comment on fait pour dire coucou j'existe, regardez-moi je suis là? Écoute, on communique, on essaye de communiquer. On participe à des podcasts. Voilà, exactement. On est invité par Vincent et encore une fois, je te remercie de ça. Je t'en prie. Je pense que c'est un vrai plus de pouvoir communiquer cette passion, cette aventure. Il faut un peu raconter une histoire. Voilà, moi j'ai cette chance entre guillemets, c'est mon premier Dakar, donc c'est un peu un événement. Donc on communique via les réseaux sociaux, et son réseau en fait en général, les réseaux de la vie quotidienne. Et je vois que depuis que moi je communique, j'ai que des retours positifs. Les gens me disent tu pars sur le Dakar.
pour certaines personnes, c'est déjà acté, ce que j'aimerais bien. Mais voilà, ça crée un enthousiasme. Donc, Oui, parce qu'on le précise, tu n'as pas encore complètement bouclé ton budget, donc techniquement, tu n'es pas encore sur la ligne de départ. Non, voilà. En plus, là, les inscriptions viennent juste d'être ouvertes. Là, c'est en début de semaine, là, et on a jusqu'à novembre, donc pour s'inscrire. Donc, on a un peu de marge, et c'est pour ça que j'ai commencé à communiquer relativement tôt, parce que je sais que ça prend du temps. Il y a une certaine inertie, hein, pour voilà, se faire connaître. Donc j'ai quand même des gens qui me suivent déjà un petit peu, et pareil, qui font partie de mon réseau. Donc on communique beaucoup, j'essaye de communiquer beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que je vais prendre le jour où je vais partir, où on va partir, je prendrai quelqu'un qui communiquera, qui sera en France et sur place, qui communiquera, parce que moi, quand je vais rouler, je vais pas avoir le temps de prendre des photos. Oui. Et voilà. Tu tiendras pas le volant d'une main et le téléphone de l'autre pour poster des photos sur Facebook ou Instagram, oui. Voilà, on va pas faire des pauses au milieu de la dune pour voilà, c'est pas l'objectif. Alors sur les liaisons, c'est faisable, mais au milieu des dunes, ça va être compliqué. Donc il y aura quelqu'un qui gérera ça d'ici ou sur place, ça c'est encore défini. Je suis en train de mettre en place des incentives aussi pour les sociétés, pour faire découvrir cette aventure, ce qu'est le Dakar, ce qu'est un véhicule du Dakar, parce que tant qu'on n'a pas vu un véhicule du Dakar, on ne sait pas à quoi ça ressemble. On n'imagine pas que c'est aussi gros, que ça passe dans des terrains aussi défoncés, que ça peut faire malgré que ça soit gros, que ça puisse faire des sauts, même si on les a vus, notamment avec Robbie Gordon, ou même les Mini, voilà, on voit que ça fait des sauts, mais on n'imagine pas que c'est un engin qui est puissant, qui fait 300 chevaux, qui cavale des bosses à des vitesses pas possibles. Donc voilà, donc organisation d'incentive. Donc on peut faire des tours de manège en passager de toi dans ton buggy alors. Oui, voilà, c'est ce qu'on propose dans une entreprise, c'est-à-dire que sur une journée, une après-midi, les gens découvrent ce qu'est le pilotage. On fait ça avec des SSV. Le pilotage en tout terrain, parce que les SSV aussi, ça c'est aussi une autre catégorie avec laquelle, entre autres, j'ai fait les 24 heures du Portugal. On en reparlera peut-être. Donc ça permet d'avoir une approche sur le tout terrain, et puis une fois que les gens ont roulé, se sont fait plaisir, on se dit ah ouais c'est sympa. Là on les fait monter en passager du buggy, et là ils se rendent compte ce qu'est le rôle d'un copilote par exemple. Est-ce que subit un copilote oui, est-ce qu'il est capable voilà, et là ils se disent ah oui, pendant 500 km, le gars il va être secoué comme ça, et puis en plus il faut qu'il t'explique que tu dois tourner à droite, que prendre le cap à 180. C'est le pire métier du monde. Voilà. Ah, moi, on me l'a souvent dit quand j'étais plus jeune, mais pourquoi tu fais pas copilote? Non, merci. Non, voilà. Et les copilotes sont pas suffisamment mis en avant. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on en parlait, c'est Daniel Elena qui a beaucoup milité pour que les noms des copilotes soient sur les voitures en rallye. Il a tout à fait raison, parce que on a beau s'appeler Lub, s'il n'y a pas Elena ou un autre copilote, peu importe, mais en tout cas, quel que soit il n'aura peut-être pas eu le même palmarès, c'est sûr. Voilà. L'anecdote, c'est que Picepeak, voilà, quand Lub a fait Picepeak avec la Peugeot, il a pris Elena pour apprendre la course de côte. Donc il a fait la course tout seul, mais tout le travail de préparation, il a été fait avec Daniel Elena quand même. Donc on voit l'importance du copilote. Mais oui, ces gens-là ont des estomacs pas faits comme les nôtres. Oui, l'estomac, la vision. Après, moi, je travaille beaucoup en passager. Je vois aussi. Et moi, je suis pas capable de lire en étant passager. Ça, voilà. Oui, c'est clair. Voilà, c'est pas possible. Donc voilà. Et puis après, au niveau des médias, comment on fait déjà en communiquant. Les médias aujourd'hui font un petit effort parce que c'est souvent ce qu'on leur reproche, c'est de parler beaucoup de la tête dans les images
et pas beaucoup des poireaux entre guillemets qui font le Dakar aussi, Bah hein. oui, oui. Donc de plus en plus il y a des petits reportages régulièrement sur les écuries, les petites écuries, voilà. Et je pense que moi, en étant sur mon premier Dakar, je pense qu'on va arriver à avoir un peu d'image par rapport à ça. Après, sur le terrain, voilà, il faut essayer d'être entre guillemets performant. Voilà, si t'es le premier privé, si tu arrives à te classer dans les premiers, je dis pas le premier, mais essayer de faire une petite performance en étant d'euromotrice. Donc ça s'étudie. Il y a des spéciales qui peuvent le permettre, d'autres non, où il faudra être sage. Donc voilà, c'est un peu tout ça, mais c'est comme tout, ça se construit en fait, voilà, étape par étape. Oui, puis d'un autre côté, c'est un peu aussi le côté Pierre de Coubertin du Dakar, c'est-à-dire c'est finalement peut-être de l'origine, c'était une épreuve qui se voulait très ouverte à tous, à tous les niveaux, Ah, y compris aux complètement. débutants. Et Exact. voilà, c'est aussi ça. Donc c'est vrai que c'est dommage de mettre en avant que les entre guillemets les grands champions, ceux qui se battent pour la victoire, quoi. Oui, mais après, c'est devenu une épreuve très très médiatique, hein. Elle était beaucoup moins dans les années 80. Et puis on a de plus en plus de constructeurs qui sont présents, qui mettent des moyens. Donc c'est sûr que comme ils mettent des moyens, ils attendent en retour une exposition. Ça c'est assez logique, hein. Bon alors comme je l'ai dit, vous vous élancerez de Haïl le 2 janvier. Mmh, Qu'est-ce qu'on peut vous ouais. souhaiter? Bah écoutez, de finir, Ouais, voilà, d'aller au bout, quel que soit le classement déjà, ouais. et d'aller au bout et de franchir Sans toutes ces bobo, dunes là. Oui, sans bobo, c'est voilà, mieux. des bobos, il y en a. Ouais, c'est toujours mieux. Ça c'est pareil, ça s'anticipe les bobos. Enfin, en tout cas, bobo mécanique, c'est un sport mécanique, donc un cardan ou les choses comme ça, c'est les choses, des crevaisons, c'est les choses qui Ouais. peuvent, voilà, qui arrivent. Faire un Dakar sans crevaison, je pense que c'est compliqué. Hmm. Y en a qui crèvent plus que d'autres parce que voilà, il y a une façon d'appréhender le terrain qui est différente. On le voit, hein, Stéphane Peter-Hansel, je pense intrinsèquement, il est sûrement moins rapide qu'un Sainz et qu'un Loeb, Hmm. sauf qu'il a une expérience Hmm. du terrain qui est phénoménale. Donc il essaye de se tenir au contact sur les épreuves très rapides, enfin sur les spéciales très rapides et sur les spéciales techniques où il y a de l'orientation, où il y a voilà, du terrain à visualiser. Enfin bref, lui, son expérience paye et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est, je sais plus, il a gagné 14 fois le Dakar, je Hmm. crois, au Hmm. total. Hmm. Donc Hmm. c'est juste, voilà, aujourd'hui, c'est une légende, une vraie Ouais. légende du Dakar. Une vraie légende du Dakar. Alors où est-ce qu'on peut suivre votre préparation et où est-ce qu'on pourra suivre votre course? Il y a une page Facebook, il y a des comptes sur les réseaux Alors, sociaux, un site? pour l'instant, il y a que sur ma page Facebook, sur Instagram, Twitter, voilà, sur les réseaux. La page spécifique, je pense qu'on la fera avant de partir. Et puis après, sur le Dakar, hein, est très bien fait. On peut suivre les gens en direct Mhm. sur les courses avec les liaisons satellites, et ainsi de suite. Donc ça c'est juste génial. Ça permet de voir si le concurrent pardon est arrêté, quelle est sa vitesse, s'il est à l'entrée de la spéciale, à quelle heure il part, enfin voilà. Parce Donc que vous êtes suivi au c'est très GPS très en bien fait. fait. Oui voilà, ouais exactement. Il y a l'IRITRAC, ce qu'on appelle l'IRITRAC, voilà, donc ce qui permet de vraiment voir où situent les gens. Donc après sur les points de passage aussi, ça permet de voir Mhm. si le concurrent est passé à tel point de passage, si il est en avance, pas en avance, s'il a repris Ouais. les places, s'il en a perdu. Là, quand on voit que ça en a perdu, il dit ah tiens, il a dû se planter un peu. Ils se sont perdus, ou ils ont crevé, ou ils sont ensablés. Enfin voilà,
Donc ça peut être haletant de suivre à ce niveau-là. Bon, écoute, je mettrai tous les liens vers tes comptes sur les réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et je te donne tout de suite rendez-vous et ainsi qu'à nos auditeurs pour l'épisode du 1er février 2022. Hein, notez-le tous sur vos tablettes. Didier reviendra à ce micro et il nous fera le débrief de la course. Et j'ai envie de dire d'ici là, un mot en 5 lettres que j'ai pas le droit de dire parce que sinon je suis censuré. Mais j'y pense très fort. Et on souhaite vraiment le meilleur pour cette course. Ok, parfait, merci beaucoup. Merci à toi Didier, salut. Merci Vincent, à bientôt. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce 24e épisode d'Histoire d'Auto. Alors j'espère que ça vous a plu et comme je vous l'ai dit, on retrouvera Didier en début de 2022, histoire qu'il nous fasse un petit bilan de sa course. On lui souhaite vraiment le meilleur, bonne chance Didier. Alors n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à ce podcast histoire d'être sûr de ne pas rater un épisode. Vous pouvez le faire sur toutes les plateformes de podcast habituelles et aussi sur YouTube. Alors bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les plateformes en question, 5 étoiles, un pouce bleu, peu importe, ça aide à propulser ce podcast et à le faire connaître davantage de monde. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous avez aussi le mail pour me contacter, histoiredauto, toujours au pluriel, @gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. Alors à bientôt et bonne route, ciao.